Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, la raréfaction des énergies fossiles et leurs conséquences établies sur le réchauffement climatique nous obligent à rechercher de nouvelles sources en donnant une priorité aux énergies renouvelables. La méthanisation est sans doute l'une des solutions qui peut nous permettre de compenser progressivement notre dépendance aux énergies fossiles, mais car, il y a un mais, nous devons aussi nous assurer des conséquences positives et négatives sans céder à l'enthousiasme qui nous fait parfois nous précipiter de manière un peu aveugle sur la nouveauté. Notre région, comme la France entière, voit fleurir de nombreux projets encouragés par les collectivités, des agences diverses, ainsi que par un tarif de rachat de ces énergies largement subventionné. Le processus de la méthanisation consiste, je vous le rappelle rapidement, à rassembler dans une cuve étanche des déchets, de favoriser leur fermentation en les mélangeant et de récupérer le gaz produit, du méthane en l'occurrence, qui pourra être injecté après filtration, soit dans le réseau de gaz, ou permettre l'alimentation d'un moteur permettant la production d'électricité. À ce stade, le processus peut nous paraître vertueux si l'on considère que l'ensemble des produits entrants sont bien des déchets, ce qui est le cas des sous-produits issus de l'agroalimentaire, mais qui n'est pas le cas de tous les effluents d'élevage et des cultures dites intermédiaires, qui ont pour vocation, je vous le rappelle, d'assurer la couverture des sols en hiver, de capter les éléments nutritifs disponibles pour les restituer à la culture suivante. De nombreux promoteurs de la méthanisation affirment qu'avant la méthanisation, tous ces produits étaient des déchets dont on ne savait que faire. Pourtant, les fermes qui n'ont que des productions végétales sont toujours à la recherche de matières organiques issues de l'élevage et ne s'y trompent pas. Les digestats, liquides et solides, sont le résultat du processus de méthanisation après récupération du gaz et deviennent alors le déchet qui retournera sur les terres agricoles pour être répandu, mais avec deux caractéristiques importantes, une concentration et une solubilité des éléments minéraux qui s'approchent dans certains cas des engrais chimiques et surtout une très faible capacité à maintenir le taux de matière organique des sols, celui-ci favorisant une vie microbienne qui permet le stockage d'une éventuelle meilleure rentabilité du fait des subventions diverses, de la production d'énergie par rapport aux productions dites alimentaires et de la concurrence qui en découle. Je citerai les pénuries de paille et de fourrage que nous avons vues dans certains territoires de notre région du fait de l'appétit grandissant des exploitants de méthaniseurs. Aussi, notre Assemblée a une responsabilité sur la trajectoire des exploitations agricoles et doit exiger des éléments plus concrets avant de donner son soutien à ce type de projet. Nous considérons actuellement que nous manquons d'éléments sur le bilan carbone notamment, et sur le bilan global de ces processus. Il semble que les fermes qui s'engagent dans ces processus, dans ces projets, dégradent de façon significative leur bilan carbone, alors que notre Assemblée, au travers des diagnostics fermes bas carbone que vous nous avez présentés tout à l'heure, encourage l'inverse. Nous manquons également de données nous permettant de connaître l'évolution des taux de matière organique dans les sols où l'on épand ces digestats. Enfin, la concurrence entre production d'énergie et production alimentaire doit être évaluée sur le moyen et le long terme. Cette dernière notion rencontre également le dernier rapport annuel sur la situation en matière de développement rural qui nous a été présenté lors des commissions sectorielles de cette semaine souligne la faiblesse des ambitions régionales, notamment sur la question de la préservation des terres agricoles. Les chiffres que vous nous présentez dans ce rapport mentionne une perte de 1,5% de la surface agricole utile sur les 8 années passées, soit 33 300 hectares pour notre région. Ce rapport mentionne également que la région des Pays de la Loire fait partie des plus mauvais élèves sur le plan français, puisque sur la même période, la moyenne française s'élevait à 1,1%. La simple différence entre notre consommation régionale d'espaces agricoles et la moyenne nationale représente 9 000 hectares sur les 8 années. Nous disposons en France d'environ 4 000 mètres carrés par habitant de surface agricole pour nous nourrir et produire éventuellement de l'énergie. Le calcul est simple, 29 millions d'hectares divisé par 67 millions de Français. Nous avons donc perdu sur ces 8 années l'autonomie alimentaire de 80 000 habitants, pendant que, dans le même temps, la population régionale augmentait de 200 000 habitants. Chaque collectivité qui consomme des espaces agricoles pour d'autres usages n'a pas l'impression de mettre en danger qui que ce soit. Pourtant, l'ensemble de ces petits écarts nous conduisent à la situation que je viens de vous décrire. Même si de nombreux élus ici présents, du fait de leurs autres mandats, ont une responsabilité sur ce sujet,
Notre Assemblée n'a pas de responsabilité directe, mais elle a la vision globale de cette situation et elle doit initier dans ses politiques la notion d'économie d'espace en conditionnant ces accompagnements. Nous pourrions également proposer... Il faut conclure, Monsieur Degnaud. Oui. Nous pourrions également proposer un suivi technique à destination des communes et des EPCI afin d'alerter sur la gravité de cette situation, tout en proposant des solutions pour des aménagements moins gourmands. Bref, nous ne pouvons rester les bras croisés et votre rapport d'orientation budgétaire ne donne pas de réelles actions. Mais nous pouvons aussi collectivement changer les choses et nous nous tenons prêts, nous, le groupe du Printemps, pour construire ce projet avec vous au sein de cette Assemblée et particulièrement au sein de la Commission 6. Je vous remercie.